Les événements qui ont déclenché la réalisation de ce documentaire se sont déroulés à Breitenbach au Rhin, en Alsace, où les auteurs de ce film résident. Un groupe d'habitants du village, opposé à l'installation d'une antenne de téléphonie mobile à proximité des maisons, nous a proposé de nous joindre à leur action. Ce qui, au départ, n'était qu'une simple activité de militants, s'est transformé en une enquête complexe qui a révélé des enjeux insoupçonnés, dépassant largement notre problématique locale. Pierre-Emmanuel Georges est médecin. Père de 2 enfants, il est parmi les premiers concernés par ce projet d'antenne. Sa maison est toute proche du lieu d'implantation prévu. Depuis des semaines, il a examiné dans la littérature scientifique les études sur la question des ondes électromagnétiques et de la santé. Quand j'ai vu effectivement sur PubMed la quantité d'études qui existaient déjà dans ce domaine-là, qui montraient des conséquences pour la santé, je me suis dit c'est pas possible d'accepter d'être exposé effectivement aux champs électromagnétiques produits par cette antenne, d'accepter que nos enfants soient exposés 24 heures sur 24 pendant des années à quelque chose qui modifie le fonctionnement des cellules, à quelque chose qui modifie le fonctionnement physiologique de l'organisme et qui peut induire des cancers. Après une première rencontre des habitants avec le maire, qui n'est pas favorable à la demande du collectif d'éloigner l'antenne, ses membres viennent lui remettre le rapport Bioinitiative. C'est une compilation d'études publiées dans des revues scientifiques sur les risques potentiels des champs électromagnétiques dus à l'électricité et aux radiofréquences de la téléphonie mobile. Ce que je voudrais faire devant la presse, c'est vous remettre donc officiellement ce rapport. C'est le rapport Bioinitiative, voilà, c'est ça. Que je connais. Voilà. Dès le début de son opposition à l'antenne, le collectif découvre qu'il est très difficile de convaincre les élus d'adopter une approche précautionneuse. Aujourd'hui, l'OMS, le Parlement européen, tout le monde, il y a beaucoup de pays, il y a une multitude d'expériences qui ont été menées. Il n'y a aucun lien direct entre les champs électromagnétiques et ces maladies. Des informations contradictoires sur les ondes électromagnétiques alimentent des points de vue complètement opposés. En 2009, sur le site de l'Organisation mondiale de la santé, on peut lire « Compte tenu des très faibles niveaux d'exposition et des résultats des travaux de recherche obtenus à ce jour, il n'existe aucun élément scientifique probant confirmant d'éventuels effets nocifs pour la santé des stations de base et des réseaux sans fil. » Par contre, le Parlement européen, en septembre 2009, adoptait un texte qui contredisait le point de vue rassurant de l'OMS. Le Parlement s'inquiète en particulier des résultats du rapport international Bioinitiative sur les champs électromagnétiques qui révèle les dangers sur la santé des émissions de type téléphonie mobile, UMTS, Wi-Fi, WiMAX, Bluetooth et le téléphone à base fixe, DECT. Il constate à cet égard que les limites d'exposition aux champs électromagnétiques fixées pour le public sont obsolètes. Sur les antennes relais, que disent les ministères en France? Eh bien, ils parlent d'absence de risque sanitaire identifié. Du côté des industriels du secteur, qui communiquent au public que la technologie du sans-fil ne présente aucun danger pour les populations, on trouve cependant des indices qui laissent à penser que l'industrie prend des précautions au sujet des ondes électromagnétiques. Certains fabricants de téléphones portables font figurer sur les notices d'appareils des précautions d'utilisation à respecter. Utilisez un kit main libre si disponible, et gardez le BlackBerry à au moins 25 mm de votre corps. Ceci inclut l'abdomen des femmes enceintes et le bas de l'abdomen des adolescents, quand le BlackBerry est allumé et connecté au réseau. On trouve même un brevet déposé en 2004 par l'opérateur Swisscom pour réduire les émissions Wi-Fi qui contribuent à la pollution électromagnétique, appelée aussi électrosmog. L'influence de l'électrosmog sur le corps humain est un problème connu. Quand par exemple des cellules humaines ont été irradiées avec des champs électromagnétiques, des dommages clairs sur le matériel héréditaire ont été démontrés et des indices d'une augmentation du risque de cancer sont apparus. Toutes ces informations contradictoires s'appuient sur des recherches scientifiques très nombreuses dans ce domaine et dont les résultats divergents créent une importante controverse au sein de la communauté scientifique. Nous avons trouvé une augmentation des lésions de l'ADN après l'exposition de cellules humaines à des basses fréquences et à des hautes fréquences. De mon point de vue, les preuves concernant le cancer vont de plus en plus dans le sens qu'il n'y a pas de lien. Même au niveau international, comme ici au cours d'une conférence scientifique à Bruxelles, organisée par le CENIR, l'agence d'expertise de la Commission européenne, les avis s'opposent. Sur les effets biologiques, donc en particulier sur les effets sur les cellules, je n'ai pas entendu grand-chose. Alors des omissions de ce genre,
C'est vrai qu'elles ne sont pas susceptibles de rétablir la confiance dans l'expertise. Elles montrent, pour moi, très clairement une lecture biaisée des résultats scientifiques. Elles me posent problème. Mon commentaire, c'est que si à partir de toutes les personnes que j'ai entendues aujourd'hui, vous pouvez en conclure qu'il y a un consensus, c'est parce que tous ceux qui auraient pu exprimer un avis contraire ont été soigneusement écartés ou pas pris en compte. Pour faire entendre une autre voix que le discours officiel qui nie les risques de la technologie du sans-fil, le collectif décide d'organiser une conférence publique. Nous avons demandé une réglementation pour que le développement de la téléphonie mobile puisse se faire dans le respect des conditions de vie et de santé de tous, ce qui n'est pas du tout assuré aujourd'hui au niveau de la réglementation actuelle. Ce soir-là, ceux qui avaient fait le déplacement allaient commencer à comprendre pourquoi il existe des avis aussi divergents sur le sujet. Pour les études financées sur fonds publics, 83% d'entre elles relevaient des effets de l'utilisation portable sur nos organismes. Lorsqu'il s'agissait d'études financées par les industriels, on n'en trouvait plus que 33%. Les chiffres-là sont tout à fait révélateurs. Bonsoir. Je m'appelle donc Kerstin Stenberg. La correspondante en Alsace de l'association Prix Artem allait nous conduire quelque temps plus tard en Suède pour rencontrer son amie Mona Nilsson. Mona Nilsson est une journaliste d'investigation qui a écrit 2 livres et des centaines d'articles sur le sujet. Cette rencontre devait être décisive pour comprendre les jeux d'influence qui alimentent la controverse autour des ondes électromagnétiques. L'événement qui a déclenché mon intérêt pour ce sujet a été une conversation avec un ingénieur de la compagnie Ericsson qui avait de sérieux problèmes de santé. Il m'a dit qu'il y avait déjà 10 ans qu'Ericsson était tout à fait au courant que ces rayonnements provoquaient des dommages à leurs employés, qu'ils avaient de graves problèmes avec de nombreux ingénieurs qui étaient devenus électro-hypersensibles après avoir été exposés à ces rayonnements. Ils ont réduit l'exposition et beaucoup de ces employés ont pu retourner au travail. Plus j'ai enquêté sur ce sujet, plus j'ai découvert qu'il y avait dissimulation des faits. Il y avait une énorme quantité de connaissances scientifiques et de recherches qui, déjà dans les années 90, indiquaient que ces rayonnements pouvaient être cancérogènes, qu'ils pouvaient provoquer le cancer chez l'homme et aussi d'autres maladies. Mona Nilsson a interviewé de nombreuses personnes qui ont été longtemps exposées au rayonnement électromagnétique. Tore Fallström, un ancien ingénieur de chez Motorola, est concerné à plus d'un titre par cette question. J'ai travaillé pour la recherche dans les télécommunications pendant 17 ans et jamais je n'ai entendu quelqu'un évoquer des questions de santé. C'est vraiment étrange pour moi. Comment ça? Comment vous pouvez expliquer que c'est tabou? Je ne sais pas. Je pense qu'ils nous cachent ces informations parce qu'ils ne veulent pas que ceux qui travaillent pour la recherche soient concernés par ça. Je pense que ce sujet est traité par d'autres départements. Est-ce que c'était pas aussi parce que vous n'étiez pas autorisé à parler des risques pour la santé? Je connais le cas d'un ingénieur d'Ericsson qui sait que la technologie du sans-fil, la technologie des téléphones portables, a des conséquences sur la santé. Mais il a trop peur de perdre son travail pour agir. J'ai souffert de migraines pendant des années, mais ça a vraiment augmenté quand j'ai eu ce travail. J'avais mon nouveau portable 3G et une voiture sans antenne à l'extérieur. Je parlais à mes clients et à mes collègues toute la journée, des heures sur mon téléphone portable. C'était il y a tout juste 3 ans, quand j'ai rencontré ma femme. Nous nous sommes installés dans le même appartement. C'est alors qu'elle est tombée très malade.
Nous avons compris qu'il devait y avoir quelque chose en lien avec son équipement, parce que Toray avait beaucoup de matériel. On a observé qu'il y avait une différence quand on débranchait les systèmes sans fil. Les voisins avaient du sans fil, de la Wi-Fi, juste derrière le mur de notre chambre. J'ai changé de chambre, j'ai essayé de dormir sur le canapé. Ça allait un peu mieux. Ce n'était pas un bon endroit. Non. Oui, ce premier bâtiment près de la gare. Il y avait à peu près une centaine d'antennes sur différents sites, dirigées vers notre maison. Je pense que c'est un énorme scandale, dans la mesure où nous avons en Suède le plus gros fournisseur d'antennes de téléphonie mobile, Ericsson, et que nous n'avons pas d'études dans ce pays sur l'effet des antennes relais sur la santé. Pourtant, on a énormément de gens qui souffrent et qui témoignent de pathologies et de symptômes graves. On a aussi de nombreux témoignages de personnes qui doivent quitter leur maison parce qu'ils deviennent de plus en plus malades à cause des antennes relais. Elle avait des maux de tête terribles, des migraines. Et ce n'est pas des migraines ordinaires. C'est au point que tu veux te tuer. C'est aussi affreux que ça. Et elle disait, je vais arrêter de vivre. Elle souffrait tellement, elle pensait que ça valait pas la peine de vivre avec cette douleur. Oui, c'est vrai. J'avais le sentiment que j'allais en finir avec cette vie. Parce que c'est tellement compliqué. La situation est tellement difficile à vivre. C'est un cauchemar dont on ne se réveille pas. Mona Nilsson s'est interrogée sur les raisons pour lesquelles les autorités sanitaires internationales, en présence d'éléments scientifiques contradictoires et d'une controverse importante, ont penché vers la thèse qui nie l'impact des ondes électromagnétiques sur la santé. Dans ses ouvrages, elle a révélé des pratiques mises en œuvre par les industriels de la téléphonie mobile qui permettent de comprendre les causes de ce positionnement des autorités sanitaires. Cette industrie, pour protéger ses activités, ses bénéfices et ses produits, ils utilisent une stratégie que j'appelle la stratégie de défense de produits. Et l'objectif de cette stratégie, c'est de conserver une réglementation et des lois favorables aux affaires de cette industrie. Et l'industrie a adopté une stratégie depuis une vingtaine d'années qui provient des États-Unis. Au fond, c'est une stratégie déjà adoptée dans les années 30 par Reynolds et par Philip Morris pour défendre le tabac. C'est-à-dire dès que des scientifiques peuvent démontrer qu'il y a des problèmes environnementaux ou sanitaires avec un produit, avec une technologie, alors tout de suite ils installent une stratégie globale, par exemple en donnant des fonds à des universités, à des laboratoires qui en ont besoin, et alors en leur disant il faut des contre-expertises, et dans ces contre-expertises, même vous n'avez même pas besoin de dire qu'il n'y a rien avec tout ça, mais seulement mettez en doute la première étude donc, qui montre ses effets. C'est normalement ce mécanisme-là qu'ils choisissent. I'm Dr. David Michaels. La stratégie de défense de produits a été médiatisée par le docteur David Michaels, épidémiologiste et haut responsable en santé publique sous l'administration Clinton. Il a écrit un livre intitulé « Le doute et leurs produits » ou « Comment l'attaque de l'industrie sur la science menace notre santé ». Il a révélé que les industriels du tabac aux États-Unis ont été les premiers à mettre au point les techniques de défense de produits. Dans les années 50, des études scientifiques indépendantes avaient déjà éveillé les premiers soupçons sur la nocivité de la cigarette. Alors s'est répandue l'idée que le tabac pouvait être dangereux pour la santé. Les politiques ont voté des lois afin de protéger les populations. Le public, qui jusque-là fumait en toute innocence, a réduit sa consommation. Les industriels ont compris que ces lois menaçaient leur activité.
Les fabricants de cigarettes sont contactés à cette époque par le cabinet de relations publiques Hill & Knowlton de New York, qui propose ses services pour empêcher de nouvelles réglementations qui limiteraient plus encore la vente du tabac. Les communicants mettent au point une stratégie de défense de produits qui consiste à tromper le public et la classe politique en mettant en doute les preuves scientifiques qui s'accumulent sur la dangerosité de la cigarette. Avec la complicité de scientifiques mercenaires, ils construisent minutieusement et de toutes pièces une incertitude sur la nocivité du tabac. Le doute est notre produit, car il est le meilleur moyen de combattre l'ensemble des faits qui existent dans l'esprit du grand public. C'est aussi le moyen d'établir une controverse. La stratégie de base des relations publiques des fabricants américains pour répondre à la controverse sanitaire autour du tabac est gérée par l'Institut du tabac et se concentre sur les techniques et pratiques suivantes. Faire connaître la recherche scientifique financée par l'industrie qui produit des preuves contraires aux conclusions défavorables ou du moins aide à garder la question ouverte. Aujourd'hui, la connaissance de ces archives permet de reconnaître ces mêmes méthodes qui sont toujours utilisées par d'autres industries. Pour certains observateurs, dont la journaliste Mona Nilsson, la téléphonie mobile serait dans ce cas. Une partie de cette stratégie consiste à financer de la recherche scientifique pour montrer que cette technologie ne représente aucun risque pour la santé et de danger pour les gens et l'environnement. Par conséquent, cette industrie finance beaucoup de recherche et cette recherche ne montre pas d'effets provenant de ces rayonnements. Ils mettent en place des cabinets, des cabinets d'avocats, etc. pour défendre leurs produits et ils ont des milliards pour le faire. Ils ont l'argent pour le faire et comme ça, ils arrivent toujours à créer le doute et dans le doute, le décideur politique ne va pas agir parce qu'il va dire oui, les uns disent il y a quelque chose, les autres disent il n'y a rien et donc je ne peux pas agir, il faut refaire des études. Alors ils ont atteint leur but, c'est de gagner du temps, de pouvoir écouler leurs produits. Après avoir conçu la stratégie de défense de produits pour l'industrie du tabac, le cabinet de relations publiques Hill & Knowlton a proposé ses compétences à des clients potentiels. Ce document vante des exemples d'industries toxiques ou polluantes dont le cabinet a assuré avec succès la défense auprès des agences sanitaires ou devant les tribunaux. Amiante, dioxine, CFC destructeur de la couche d'ozone. Dupont a demandé à Hill & Knowlton de l'aider à calmer les craintes, à obtenir de meilleurs avis sur le problème et à gagner 2 ou 3 ans avant que le gouvernement interdise les CFC. La situation de la création du doute et de l'entretien du doute a changé au fil des années. Et donc maintenant, ce sont finalement des scientifiques qui vont porter la parole du fait qu'il n'y a pas d'effet, que ce n'est pas démontré. Et si tous les scientifiques étaient parfaitement indépendants, on pourrait discuter uniquement de science sur la valeur de ces risques. Et vraisemblablement, un certain nombre des scientifiques qui sont présentés comme indépendants ont en réalité des conflits d'intérêts. À la suite de Hill & Knowlton, une nouvelle catégorie de consultants est née. Ce sont des cabinets de conseil qui recrutent des membres de la communauté scientifique, monnayant leur expertise de 80 à 900 $ l'heure pour défendre des industries dont les produits sont fortement suspectés d'être dangereux pour la santé ou l'environnement. Cette stratégie a un double objectif. Empêcher l'adoption de réglementations strictes qui conduiraient à limiter, voire interdire certains produits toxiques, et éviter aux industriels les charges financières d'indemnisation des victimes professionnelles et environnementales. Nos nombreux engagements sont conclus directement avec de grandes entreprises ou par des avocats ou des compagnies d'assurance dont les clients anticipent ou sont engagés dans des procès relatifs à leurs produits, équipements ou services. Nous appliquons notre expertise à résumer, à interpréter les données scientifiques et conduisons des études épidémiologiques. En 1993, aux États-Unis, Larry King reçoit dans son émission David Reynard, un citoyen américain qui attaque les opérateurs de téléphonie mobile suite au décès de sa femme d'une tumeur au cerveau. L'événement provoque une vague d'inquiétude dans le pays. Les cours de la bourse des opérateurs de téléphonie mobile chutent. Les particuliers annulent leur abonnement.
L'année suivante, en 1994, une étude conduite par les docteurs Lay et Singh met en évidence que les émissions de téléphonie mobile provoquent des dommages sur des cellules cérébrales de cerveau de rat. La direction de Motorola, une des entreprises du secteur les plus influentes de l'époque, met immédiatement en place une stratégie de défense de produits, comme le révèlent ces extraits d'un document de travail confidentiel publié en 1997 par la revue indépendante Microwave News. Comment Motorola peut-il minimiser l'importance de l'étude de Lay? Quelles études pouvez-vous citer pour prouver que l'énergie des radiofréquences n'affecte pas l'ADN? Il n'est pas dans l'intérêt de Motorola de se mettre en avant sur ce sujet. En 1997, les résultats de 2 études scientifiques menacent à nouveau la bonne image de l'industrie du sans-fil. Les docteurs Tice et Hook montrent que les radiofréquences détruisent les noyaux des cellules. Ces travaux sont confirmés la même année par l'équipe du docteur Roti Roti, en partie financée par Motorola. C'est dans ce contexte qu'Exponent, le cabinet de conseil en défense de produits, va être choisi par Motorola pour mener une étude publiée en 1999 sur les téléphones portables. Exponent a conduit une grande étude sur la santé au travail parmi les employés de Motorola pour examiner si l'exposition aux ondes électromagnétiques sur les postes de travail avait une incidence sur les cancers du cerveau et du système sanguin. Cette étude a montré un faible lien entre l'exposition professionnelle au rayonnement électromagnétique et le cancer. Ces conclusions rassurantes ne sont pas à elles seules un indice d'une activité de défense de produits. C'est le parcours de Michael Kelch, responsable de l'étude chez Exponent, qui jette un doute sur l'objectivité de ce travail. Michael Kelch est spécialiste des industries à problème. Il est venu au secours de la compagnie pétrolière Texaco Chevron, poursuivie en justice depuis 20 ans par l'État d'Équateur, en produisant des rapports qui nient les conséquences sur la santé des pollutions environnementales du pétrolier. Il défend également depuis des années les fabricants automobiles américains qui utilisent l'amiante dans les plaquettes de frein, malgré le classement de cette substance comme cancérigène par l'OMS. C'est la même chose avec le plomb, avec les PCB, qu'il y a eu toutes les affaires qu'il y a avec l'amiante, toutes les affaires qu'il y a eu au courant des 20 dernières années, c'est toujours la même chose. Il y a toujours des agences officielles qui disent non, il n'y a rien, nous ne trouvons rien. Il y a toujours des universitaires très souvent payés dans leurs travaux par les industriels qui disent non, il n'y a pas de problème. En fait, cette science financée par l'industrie pollue la science. C'est une pollution de la science et c'est une corruption de la science. Et depuis que nous avons la science, la société d'aujourd'hui juge en se basant sur la science. Donc, c'est une stratégie très importante et très très efficace pour l'industrie. L'exposition du public au rayonnement électromagnétique est réglementée au niveau international par des valeurs limites, appelées normes. Ces normes, qui peuvent varier dans un rapport de 1 à 100 d'un pays à l'autre, sont contestées depuis des années par des scientifiques et des citoyens. Les normes qui régulent la technologie de la téléphonie mobile proviennent d'un paradigme établi dans les années 50 par l'armée américaine. Et ce paradigme, qui s'appelle le paradigme thermique, considère que les seuls effets dangereux de ces rayonnements se produisent quand les radiations sont tellement fortes qu'elles élèvent un peu votre température, de 1 degré centigrade. À partir des années 40 aux États-Unis, des effets indésirables des micro-ondes ont été rapportés par les opérateurs radio et radars de l'armée. Il s'agissait principalement de brûlures de la peau et des yeux. C'est cet effet d'élévation de la température qui a été utilisé à partir des années 50 pour la technologie du four à micro-ondes. Dix ans plus tôt, l'urgence historique de la guerre conduit à concentrer une activité de recherche intense dans le domaine électronique. La technologie des micro-ondes devient aux États-Unis prioritaire, au même titre que la recherche atomique. Les radars se développent, se miniaturisent et sont produits en série pour être utilisés dans les avions.
Les radars jouent un rôle essentiel dans la victoire des Alliés. L'après-guerre inaugure une période de tension et d'affrontements idéologiques entre l'Est et l'Ouest. C'est la guerre froide qui fait planer sur les populations civiles la menace nucléaire. La guerre froide déclenche une course aux armements qui lance une deuxième vague de recherche et de déploiement de la technologie des micro-ondes. En 1966, l'armée américaine et ses sous-traitants fixent les premières normes d'exposition aux radiations électromagnétiques pour protéger leur personnel. Ces normes sont fondées sur une approche théorique calculée 10 ans plus tôt par le biophysicien Hermann Schwann, qui conclut qu'aucun effet des micro-ondes ne peut exister en dessous de 200 volts par mètre. Le paradigme thermique est posé. Ce paradigme était très important pour les militaires et la défense des États-Unis, particulièrement durant la guerre froide dans les années 70. C'était considéré comme stratégique pour la défense des États-Unis, qui avait un système de radar très efficace. Et ce système avait besoin de ses limites très élevées. Mais depuis les années 60, au sein de l'armée américaine, le doute commence à planer sur l'innocuité de la technologie des micro-ondes en dessous des seuils fixés pour protéger des effets thermiques. En pleine guerre froide en 1962, les Américains découvrent que leur ambassade à Moscou est exposée depuis 10 ans à des rayonnements électromagnétiques par les services secrets soviétiques. Un tiers du personnel y est anormalement malade et 2 ambassadeurs meurent de cancer. Les pratiques des soviétiques à l'encontre de l'ambassade américaine pouvaient sembler incompréhensibles si on se limitait à la vision occidentale du paradigme thermique. Mais les Russes avaient développé une approche élargie des effets des micro-ondes. Pendant les années 60 et 70, les scientifiques d'Europe de l'Est ont fait des études sur les effets biologiques non thermiques de ces expositions aux micro-ondes. Ils ont observé que les radiations, bien en dessous des normes qui sont utilisées aujourd'hui pour la téléphonie mobile, provoquaient des symptômes qu'ils ont appelés le syndrome des micro-ondes. Les autorités américaines se sont penchées sur ces études russes qui décrivaient les effets provoqués par une exposition faible et prolongée à des champs électromagnétiques en dessous des normes américaines. Dans un rapport des années 70 d'un sous-traitant de l'armée, ces études soviétiques sont analysées et le syndrome des micro-ondes y est décrit dans le détail. Migraine chronique, douleur cardiaque, bradycardie, augmentation de la pression artérielle. D'autres rapports, dont celui de l'Agence du renseignement militaire des États-Unis, font état de ces effets. Les personnels exposés aux radiations micro-ondes en dessous des niveaux thermiques ont plus de perturbations neurologiques, cardiovasculaires et sanguines que le personnel non exposé. En 1971, un rapport de la Navy recense au niveau mondial un grand nombre d'études qui révèlent des effets biologiques suspectés d'être provoqués par les rayonnements électromagnétiques. Plus de 2000 références sur les réponses biologiques aux radiofréquences et aux radiations micro-ondes, publiées jusqu'en juin 1971, sont inclus dans cette bibliographie. Diminution de la fertilité, stérilité, altération du développement fœtal, attaque, convulsions, aberration chromosomique. Dans un autre rapport de l'armée, mortalité par cancer et base aérienne, il est indiqué: l'exposition chronique aux micro-ondes de faible intensité et ondes pulsées caractéristiques des radars pourrait influencer l'immunité et être la cause du taux important de mortalité par cancer autour des bases aériennes. Le problème avec cet endroit, c'est que nous avons un aéroport militaire à 1 kilomètre de la maison. Si tu as des soucis avec les rayonnements électromagnétiques, eh bien c'est le pire endroit au monde pour vivre. Quand on a déménagé à Gamla-Lidköping, c'était un rêve qui se réalisait, parce qu'on pouvait habiter dans ces anciennes maisons en bois. Toutes les maisons avaient un jardin magnifique. On était près de la ville. Nous pensions que ce serait mieux, mais c'est devenu pire après 1 an. On a oublié qu'il y avait un aéroport militaire. On n'a jamais pensé à ça. On n'a pas compris que les pistes d'atterrissage étaient dirigées vers Gamla-Lidköping. Quand ils démarrent leur système, je peux le sentir.
10 minutes avant que ça commence, j'ai des violents maux de tête. Je dis à Torres, ça y est, c'est reparti. Quelle heure est-il? Oui, 8h30. C'est bien ça. Et 10 minutes après, le bruit arrive et il décolle. Quand vous avez cette activité militaire dans le ciel toute la journée et que quelqu'un s'approche de vous avec un smartphone, c'est insupportable. C'est comme si votre migraine explosait, vous brûlez à l'intérieur. Je peux reconnaître quand les gens envoient un SMS et quand le téléphone émet. C'est comme un pic d'énergie que je sens dans ma tête. C'est comme une aiguille qui vient dans votre tête, dans votre cou. Et quand cela m'atteint tellement de fois dans la journée, vous avez des migraines très très violentes après. Ça devient une douleur nerveuse, vraiment nerveuse. Et vous la ressentez aussi dans la poitrine et dans votre nuque. Et les muscles sont comme contractés. Contractés. Et ça ne vous lâche pas. Vous ne pouvez pas avec votre... Comment tu dis? Le contrôler avec l'esprit. Avec votre esprit le contrôler, non. C'est comme des spasmes. Les effets des micro-ondes sur la santé, mis en évidence par les scientifiques russes, n'étaient pas l'unique raison de l'intérêt de l'armée américaine pour les travaux soviétiques dans les années 70. Le développement d'armes utilisant les micro-ondes les préoccupait davantage. Les normes soviétiques dans les années 70, plus précautionneuses, 1000 fois plus basses que celles des États-Unis, sont alors soupçonnées par l'armée américaine et l'industrie militaire d'être une stratégie des Russes pour empêcher le bloc de l'Ouest de développer des armes à micro-ondes. Ils essaient de limiter notre efficacité opérationnelle en mettant des obstacles inutiles à notre utilisation de dispositifs micro-ondes, en particulier les armes. Pour plaider en faveur des normes instaurées par les Américains, l'argument économique est aussi avancé dans ce rapport de l'armée. Si les nations occidentales étaient plus strictes sur les normes d'exposition, cela aurait des effets défavorables pour l'industrie et le fonctionnement militaire. Plus tard, l'industrie des télécommunications a suivi la voie tracée par les militaires pour exploiter cette technologie qui pouvait exister grâce à ses limites très très élevées, qui sont en fait destinées à protéger l'industrie et non pas les gens et l'environnement. Dans les années 90, en Amérique du Nord et en Europe, avec le déploiement de la technologie des téléphones cellulaires, les normes américaines de 1966 ont été divisées par 10 pour mieux protéger le public des effets thermiques. Ces normes sont encore en vigueur aujourd'hui. Elles limitent l'exposition de 41 à 61 volts par mètre selon les technologies. Le travail d'établissement de ces normes d'exposition au public a été financé par le département de la Défense des États-Unis et c'est l'IEEE, un organisme professionnel d'ingénieurs dont l'objectif est la promotion de l'électricité, de l'électronique et de l'informatique, qui a été chargé de fixer ces normes. Depuis, malgré ces normes définies par les industriels et les militaires, partout dans le monde, les citoyens sont préoccupés par l'implantation massive des antennes relais à proximité de leur lieu de vie. Bonjour Monsieur Bécuve, comment allez-vous? Bonjour. En France, Janine Lecalvez a fondé l'association Prix Artem pour obtenir des autorités locales et nationales une réglementation plus précautionneuse pour la santé des citoyens. Elle a particulièrement suivi le cas de Rexpood dans le nord de la France. Ici, les opérateurs ont installé leurs antennes à 100 mètres d'une école. 2 enfants ont été atteints par des cancers rarissimes du système nerveux. Le décès de l'un d'eux a provoqué une mobilisation d'une partie des habitants pour éloigner les antennes de l'école. Mais le maire de Rexpood n'est pas favorable à ce projet. Pas convaincu du tout, parce que moi je considère qu'on est au niveau d'exposition, à des niveaux de données, au niveau des mesures relativement faibles. Notre position en général, c'est de dire il y a suffisamment de signaux aujourd'hui
concernant les effets des ondes électromagnétiques sur nos organismes pour qu'on applique le principe de précaution qui est un principe constitutionnel. C'est pour ça que nous disons, à partir du moment où les normes actuelles ne nous protègent que des effets dits avérés et non pas du tout des effets dits suspectés, on n'est pas du tout dans le cadre de l'application du principe de précaution et donc il faut les revoir. Et dans le cadre de ces revisions, nous demandons qu'on réduise ces normes à 0,6 volts par mètre. Cette question de l'exposition du public est l'enjeu majeur dans l'affrontement qui oppose les industriels et la société civile lorsque chacun appelle la classe politique à trancher. Les normes actuelles s'appuient sur l'idée qu'il faut assez d'énergie pour chauffer les tissus du corps. C'est une notion complètement dépassée. Il est clair qu'il y a des effets biologiques, certains très significatifs, très en dessous du niveau nécessaire pour chauffer les tissus. En Europe, la plupart des pays qui ont adopté les normes de 61 à 41 volts par mètre l'ont fait sur les recommandations de l'ICNIRP, une organisation très critiquée par certains élus et des membres de la société civile. Les normes auxquelles nous sommes soumises à l'heure actuelle dépendent de l'ICNIRP, l'Institut international de protection contre les rayonnements non ionisants. C'est cet institut qui a mis au point les normes officielles européennes. Et par ailleurs, l'ICNIRP a été dénoncé par les eurodéputés de la précédente mandature comme étant une émanation des industriels du secteur. On retrouve ce problème de manque d'indépendance. Dans ce rapport, j'attaque l'ICNIRP, c'est-à-dire c'est ce comité international qui est une ONG privée située à Munich, très proche des industries, des opérateurs, donc, et qui préconise des valeurs seuil absurdes, absolument absurdes, seulement thermiques, des valeurs qui respectent seulement donc, la protection contre l'effet thermique de ces ondes et les effets biologiques sont amplement démontrés. C'est absolument clair, je le dis dans mon rapport. L'ICNIRP a ses origines dans les enjeux de la défense américaine pendant la Seconde Guerre mondiale, au sein du projet Manhattan, destiné à développer la bombe atomique. Un groupe de scientifiques fut affecté à étudier les effets sur la santé des rayonnements ionisants. Ces physiciens nucléaires ont ensuite créé en 1956 une organisation professionnelle, la Health Physics Society aux États-Unis, puis au niveau international, l'IRPA en 1965. Le but affiché de l'IRPA est de développer des pratiques de protection vis-à-vis des rayonnements ionisants, utilisés en médecine et dans l'industrie. C'est ce groupement de scientifiques financé par l'industrie nucléaire qui crée en Europe en 1992 une filiale de l'IRPA, la Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants, ou l'ICNIRP, destinée à mettre en place des standards dans le domaine des rayonnements électromagnétiques. Encore aujourd'hui, plus de 20 ans après sa création, l'ICNIRP est toujours financé par l'IRPA, qui participe à la nomination de ses experts, et tout document qui émane de l'ICNIRP doit obtenir l'aval de l'IRPA avant publication. L'ICNIRP est composé d'experts qui sont tous d'accord sur le fait que ces normes, basées sur le vieux paradigme des années 50, suffisent à protéger la santé humaine. Et aucun expert critique n'est autorisé ou invité dans cette organisation. Et l'ICNIRP défend, rapport après rapport, ces vieilles normes qui montrent de plus en plus qu'elles ne protègent pas la santé humaine et l'environnement. Le parcours du premier président de l'ICNIRP, le biophysicien spécialiste du nucléaire Michael Repacholi, qui prône depuis 20 ans la thèse d'absence de risque des ondes électromagnétiques, alourdit les suspicions qui entourent cet organisme. En 1990, en Australie, Michael Repacholi témoigne dans un procès en tant qu'expert pour défendre les intérêts d'une compagnie d'électricité. En 1995, à Christchurch, en Nouvelle-Zélande, où des parents s'opposent à une antenne relais à 70 mètres d'une crèche, il vient au secours de l'opérateur Bell South. Et en 1995, il a proposé à l'Organisation mondiale de la santé de mettre en place une organisation pour traiter la question du risque pour la santé des ondes de la téléphonie mobile. L'Organisation mondiale de la santé a accepté sa proposition.
et il est devenu le responsable, à l'Organisation mondiale de la santé, du projet CEM sur les champs électromagnétiques. Alors il a commencé à inviter les experts de l'ICNIRP, qui devaient non seulement évaluer la science et le risque pour la santé au niveau de l'ICNIRP, mais aussi à l'Organisation mondiale de la santé. Et il a créé ainsi l'illusion qu'il y avait deux grands organismes évaluant la science et le risque pour la santé de cette technologie. Mais en fait, ils étaient constitués par les mêmes personnes. Dès ses débuts, le projet EMF affiche dans ses objectifs la mise en place d'un programme d'harmonisation des normes. L'objectif du projet EMF est d'encourager l'établissement de limites d'exposition et d'autres mesures de contrôle fournissant un niveau identique ou similaire de protection de la santé pour tous. C'était aussi une campagne pour les normes de l'ICNIRP et pour stopper les pays qui pensaient abaisser les normes, pour qu'ils ne le fassent pas justement. Aujourd'hui, en Russie, les normes d'exposition aux ondes électromagnétiques sont de 6 volts par mètre au lieu des 61 volts par mètre en vigueur dans la plupart des pays du monde. D'autres pays ont aussi adopté cette norme de 6 volts par mètre, comme la Suisse, la Chine et l'Inde. Paradoxalement, le but du projet EMF au sein de l'OMS est d'inciter les pays ayant des normes strictes à les abandonner pour adopter les normes des pays occidentaux qui sont moins protectrices des populations. Effectivement, ça paraît logique de monter vers les pays qui sont plus protectifs, mais tout en sachant que cette protection est basée plutôt sur des mesures qui n'ont pas encore montré qu'il y avait un lien entre l'exposition et les risques pour la santé publique. Vous voulez dire que par exemple les études chinoises et russes sur lesquelles sont basées les normes de ces pays n'ont pas montré qu'il y avait un risque pour la santé? Non, j'ai plutôt, en fait, ce sont des normes basées sur une décision nationale prise pour des raisons différentes et combinées, et qui chacun a sélectionné une espèce de son modèle dans l'absence d'une recommandation officielle claire sur ces questions. Donc en fait, c'est plutôt... Non, je ne dis pas que ça, il y a des pays qui ont plus logique que d'autres. C'est simplement peut-être plus de pression sociale en demandant certaines normes que dans d'autres. Il est peu vraisemblable que la Russie, dans les années 90, ou la Chine, ait établi leurs normes d'exposition en cédant à une pression sociale. Ce sont plutôt des recommandations qui font les pays en se basant sur des fois un peu la perception de la population, en suivant d'autres modèles. Nous, on essaye d'harmoniser comment ils vont calculer ces potentiels risques. Donc, on aide dans la méthodologie, mais on n'a pas de normes à proposer par l'instant. En réalité, l'OMS propose à ses pays membres un document modèle pour mettre en place une législation et des normes sur les champs électromagnétiques. Ce sont les seuils de l'ICNIRP, 100 fois supérieurs aux standards russes et chinois, que l'OMS recommande. Dès le début, quand il a démarré ce projet à l'Organisation mondiale de la santé, Repacholi a invité à la fois l'industrie militaire et l'industrie de la téléphonie mobile dans les réunions où ils étaient censés discuter de la connaissance scientifique et des recherches qui devaient être faites sur cette question. Donc, l'industrie a eu de l'influence sur les recherches qui devaient être faites et sur qui devait les mener, à travers l'Organisation mondiale de la santé. Vous ne trouvez pas que c'est une situation équivoque pour l'OMS de collaborer avec l'armée américaine pour l'établissement des normes sanitaires? Écoutez, ce n'est pas l'armée américaine, c'est le laboratoire de l'armée américaine. Et je ne sais pas exactement lequel c'est, maintenant il faut que je regarde, mais c'est probablement parce qu'ils ont énormément d'expérience sur les radars. Quand on est dans une organisation qui s'occupe de santé, une collaboration avec une organisation comme l'armée américaine, c'est quand même on va dire des intérêts qui n'ont rien à voir en fin de compte. Une organisation américaine pourrait avoir des intérêts qui vont contre la santé, pourquoi? L'armée américaine? C'est pas une question de l'armée militaire, comme je vous dis. Si jamais il y a un centre qui collaborait, c'était autant que laboratoire. Vous savez que même Contrairement aux affirmations de Marianera,
les centres de recherche avec lesquels l'OMS collabore font partie intégrante de l'armée américaine. Ils co-organisent même avec l'OMS des conférences comme celle de Bangkok en 2004, dont le but était de faire adopter par les pays non alignés les normes de l'ICNIRP, moins protectrices des populations. Cette implication de l'armée américaine dans l'établissement des normes mondiales peut s'expliquer par la nouvelle stratégie du Pentagone après le 11 septembre 2001. Le déploiement des bases militaires américaines a été réorganisé en réduisant leur taille et en multipliant leur nombre dans les endroits stratégiques aux quatre coins de la planète. Mais les normes en vigueur en Asie, en Russie et en Europe de l'Est étaient des obstacles pour les équipements radars de ces petites bases américaines. Malgré une importante contestation populaire dans certains pays, comme la Pologne ou la République tchèque, la campagne d'harmonisation de l'OMS, menée par Michael Repacholi, a porté ses fruits. Plusieurs pays ont abandonné leurs normes protectrices pour permettre aux radars américains de fonctionner. Et plus tard, autour de 2005, on a découvert que pour ce projet CEM sur les champs électromagnétiques à l'Organisation mondiale de la santé, Michael Repacholi recevait des fonds directement des organisations de lobbying de la téléphonie mobile. L'argent transitait par un hôpital en Australie. Et il a reçu des sommes importantes pour l'ensemble du projet, qui s'est révélé être une campagne de propagande pour l'industrie de la téléphonie mobile sur le fait que les normes sont sans danger. Dans le monde entier. Ce circuit de financement, qui a longtemps occulté la participation de l'industrie au projet EMF, a été mis en place par Michael Repacholi dès son arrivée à l'OMS en 1995. Rendu public en 2001, l'affaire a déclenché une pétition internationale demandant la démission de Michael Repacholi. Il a quitté l'OMS en 2006 et les fonds de l'industrie ont cessé d'affluer. Monsieur le maire, vous n'avez pas le moindre doute sur la possibilité qu'il y ait une influence de... vous n'avez pas le moindre doute. Parce que si vous aviez le moindre doute, vous ne pourriez pas dire que la situation vous convient. Je ne dis pas ça, je dis que c'est la moins pire. C'est la moins pire pour le moment. Moi, je n'ai pas entendu clairement de votre part, c'est pour ça que je reviens à ma question. Est-ce que vous n'avez pas le moindre doute ? Est-ce que vous n'avez pas le moindre doute? Est-ce que pour vous, il n'y a pas quelque part le doute sur l'innocuité de ces installations par rapport aux 2 cas qui ont été diagnostiqués dans l'école? Tu crois qu'il subit des pressions pour maintenir à ce point une position Ah oui, intenable. Intenable qu'il ne peut pas justifier, je veux dire. Valentin est un des 2 enfants de Rex Poud, dont la maladie, une tumeur cérébrale, a contribué à lever des questions sur la présence des antennes à proximité de l'école. Ça a commencé en janvier 2007. Il avait tout le temps mal à la tête, mais des petites douleurs qui ne duraient pas très longtemps. Et il avait quel âge à ce moment-là? Il allait avoir 7 ans. On sentait qu'il était pas comme d'habitude, quoi. Une fatigue, il était tout le temps fatigué. Jusqu'en mai, un matin, il s'est levé, pas des maux de tête, mais il y a eu des vomissements. On est allé voir le neurologue au mois de juin, et là ils ont vu qu'il y avait une grosse tumeur de plus de 5 cm de diamètre, et qu'il fallait le faire tout de suite hospitaliser. Après, il a eu sa rechute 3 semaines après, des maux de tête. Non, il n'y avait pas des maux de tête, il y avait des douleurs tout partout dans le corps. Et puis là, pareil, on est parti d'urgence sur l'île, et puis là ils ont vu qu'il faisait une grosse rechute avec métastase au niveau des ménages. Voilà. La colonne vertébrale. Ouais, ménage, colonne vertébrale, et puis il s'est retrouvé handicapé, quoi. Et les médecins, est-ce qu'ils ont fait le lien? Non, moi j'ai posé la question. On a posé la question. Et alors? Non.
J'ai demandé si c'était pas dû à des antennes. Non, c'est dans les gènes. Moi, j'ai fait le recensement des écoles concernées par une concentration anormale de ce type de pathologie. Et il y a 6 cas. Il y a Saint-Cyr, il y a Ruitz, il y a Rexpoud, il y a Draveil, il y a Lyon et Villeneuve-de-la-Raho. Et à chaque fois, c'est les mêmes types de pathologies. Cerveau et sang. Sang ou moléculaire, on est pensé. Je veux dire, ça interpelle quand même. Ils n'ont pas plus d'éléments pour dire ce n'est sûrement pas ça que nous pour dire c'est sûrement ça. À Rexpoud, en la présence de 2 enfants atteints dans la même école, dont une fillette qui est décédée, les associations ont demandé une enquête sanitaire pour comprendre l'origine du problème. Mais 6 ans après les événements, les autorités refusaient toujours cette demande au motif qu'il aurait fallu un 3e enfant malade. Cette tendance qui consiste à demander plus de preuves de la dangerosité d'un produit ou d'une technologie est de plus en plus contestée par des citoyens et des scientifiques. À mon avis, le risque potentiel des champs électromagnétiques pour les enfants, si on se réfère à l'état actuel de la connaissance, est en contradiction avec la position adoptée par les décideurs dans l'industrie, dans la plupart des gouvernements européens et aussi dans l'Union européenne. Franz Adelkoffer est professeur de médecine, spécialisé dans les maladies environnementales. Il a travaillé pendant 20 ans pour l'industrie du tabac. Qu'est-ce que l'industrie du tabac a fait? Ils ont essayé de rendre la connaissance confuse dans leur domaine de recherche. Ils ont embauché des experts qui ont dit au public, avant de tirer des conclusions qui seraient nuisibles à l'intérêt d'une industrie importante, nous devons avoir plus de certitude sur les risques éventuels de ce produit. Et la même chose a été reprise par l'industrie de l'électricité et de l'électronique. Ils demandent beaucoup plus de certitude sur le fait que leurs produits, le téléphone portable, nuisent à la santé des gens, avant qu'ils n'acceptent de changer légèrement leurs produits. Pour le téléphone mobile, nier l'existence même des preuves qui apparaissent progressivement autour d'une technologie est une façon détournée de réclamer encore plus de preuves. C'est ce que font les industriels. Bien, je cite, « Aucune preuve scientifique ne permet de démontrer aujourd'hui que l'utilisation des téléphones mobiles présente un risque pour la santé. » Une preuve scientifique d'un risque sanitaire implique la certitude absolue d'un lien de cause à effet entre un agent et une maladie. Avant que ce lien de causalité soit admis de façon incontestable, il existe une gradation des niveaux de la preuve dans le domaine scientifique. Lorsque vous dites qu'il n'y a pas de relation de cause à effet, ce que vous voulez dire, c'est qu'il n'existe aucune preuve à un niveau très élevé. Entre ce niveau très élevé et rien, où il n'y a aucune preuve d'un lien de causalité, il y a une longue suite de preuves qui va d'une légère suspicion scientifique du risque, où nous en étions il y a 3 ans avec les tumeurs de la tête et les cancers, dans le groupe exposé dont j'ai parlé, à des soupçons scientifiques de risque, à des raisons d'inquiétude, à un équilibre des probabilités, à une certitude raisonnable, etc. On retrouve cette approche graduée de la preuve dans la classification des agents cancérogènes du Centre international de recherche sur le cancer de l'OMS, le CIRC. En fonction de la connaissance scientifique disponible, une substance ou une technologie sera classée dans la catégorie qui correspond au niveau des certitudes de sa dangerosité. Cette classification s'échelonne en 5 groupes. En 2011, le CIRC a classé les ondes électromagnétiques dans la catégorie 2B, c'est-à-dire possiblement cancérogènes. Le Dr Ban était responsable de la publication du rapport sur cette classification. La conclusion, premièrement, se basait sur les études épidémiologiques en combinaison avec les études
très bien contrôlées dans le laboratoire chez les animaux. Et la combinaison de ces deux données, deux bases de données, donne en anglais limited evidence à l'un et limited evidence à l'autre, et une combinaison de deux limited evidence donne une 2B. Limited evidence signifie, selon la définition du CIRC, qu'une association positive a été observée entre l'exposition à l'agent et le cancer, pour laquelle le groupe de travail considère comme crédible un lien de cause à effet, mais sans qu'on puisse éliminer avec une certitude raisonnable le hasard, un biais ou des facteurs de confusion. Pourtant, suite à la classification des ondes électromagnétiques en cancérogènes possibles, aucune campagne de prévention internationale n'a été mise en place par l'OMS. On ne peut pas dire qu'il n'y a rien, parce que l'épidémiologie, et ce n'est pas seulement le téléphone portable, c'est aussi, il y a des données dans l'industrie du plastique, par exemple, les personnes qui sont les techniciens auprès d'installations de radar. Il y a des signaux ici et là qui disent qu'il y a quelque chose par rapport à l'exposition à ce type de radiation. On ne peut pas expliquer, on a des idées, mais on ne peut pas établir un mécanisme. Donc petit à petit, il y a des données qui s'accumulent. Mais je pense que le fait qu'il y ait eu quand même une classification comme cancérogène possible est une indication claire du risque, même si les mécanismes d'action, pour certains, ne sont pas parfaitement connus. Et si on exige d'avoir une connaissance parfaite des mécanismes, de nouveau, on va retarder la prise de précaution ou la prévention. Il existe cependant des études qui pourraient révéler des mécanismes d'action des ondes électromagnétiques sur le vivant. Leif Salford, un chercheur suédois, a mis en évidence des effets sur la barrière hémato-encéphalique, qui assure l'étanchéité entre le sang et le cerveau. Et nous avons prouvé maintes et maintes fois avec nos rats, dans nos expériences, qu'il se passe des choses. Il y a une fuite d'albumine à travers la barrière hémato-encéphalique dans le cerveau de ces rats. Alors la barrière hémato-encéphalique, en fait, c'est une barrière biologique qui protège notre cerveau des toxines qui existent dans notre sang. Donc c'est quelque chose d'absolument essentiel pour la protection de notre cerveau et de notre système nerveux central. 28 jours après 2 heures d'exposition à ces champs très faibles, nous trouvons des lésions dans les neurones. Des neurones morts, les neurones sombres, que vous pouvez voir jusqu'à 50 jours après l'exposition. Une étude comme celle de Leif Salford sur la barrière hémato-encéphalique, ou BHE, qui semble identifier un mécanisme d'action, constitue une menace sérieuse pour l'industrie. Le cas des recherches de Leif Salford illustre comment les études qui pourraient constituer des preuves du risque font l'objet d'une activité particulière dont le résultat est de réduire leur portée dans le cadre de l'évaluation sanitaire. Par ailleurs, en ce qui concerne par exemple les effets sur la barrière hémato-encéphalique, s'il y a eu autant d'efforts de recherche pour reproduire les effets montrés par l'équipe de Salford, c'est évidemment parce que on pensait, beaucoup de scientifiques ont pensé que c'était des résultats qui étaient à même de montrer de possibles effets délétères chez l'homme. Et finalement, on a beaucoup plus d'études et de groupes différents qui suggèrent qu'il n'y a pas d'effet lorsque des animaux sont exposés à des bas niveaux de radiofréquence avec des signaux de la téléphonie mobile que de groupes qui suggèrent l'inverse. Je vais revenir sur ce qu'a dit Isabelle Lagroix. Je vais lui donner un exemple à propos de la BHE. 7 sur 10, pas d'effet. Donc j'en déduis que 3 sur 10 effet. Donc, tout d'un coup, ça devient pas d'effet, consensus. Bon, que fait-on des 3 autres? Peut-être que ce serait intéressant quand même de se poser des questions. Donc, je ne vois pas où est le problème par rapport à la barrière hémato-encéphalique. On a des études qui montrent des effets, des études qui ont cherché spécifiquement à reproduire ces effets et qui ne sont pas parvenues dans 3 équipes différentes, en France, au Japon et aux États-Unis. Et au final, on arrive à avoir des études, à avoir juste l'image que j'ai montrée aujourd'hui.
Il était aussi important de se poser la question des conditions dans lesquelles avaient été montées ces réplications, plutôt que simplement se dire, puisque la réplication ne donne rien, c'est que le résultat de la première étude est faux. Dans certains laboratoires, comme celui de Bordeaux, par exemple, eh bien, on fait essentiellement de la réplication. C'est-à-dire, on prend les études qui montrent des effets, et puis on les réplique pour montrer qu'il n'y a pas d'effet. Et 1 moins 1, et ça fait 0. Et donc, ça n'existe plus. Le laboratoire auquel fait référence Janine Le Calvez a conduit en 2008 une étude destinée à répliquer les travaux de Leif Salford sur la BHE. C'est Isabelle Lagroix qui en était responsable, avec la participation de Bernard Verret, tous deux membres de l'ICNIRP. En partie financée par Bouygues Télécom et France Télécom, l'étude n'a pas reproduit les effets délétères observés par Leif Salford sur les cerveaux des rats. Une deuxième étude qui a échoué à répliquer les résultats de Leif Salford sur la BHE, citée par Isabelle Lagroix à Bruxelles, a été menée au Japon et financée par ARIB, une association des industries de la télécommunication. La troisième étude qui fait référence pour réduire la portée des résultats de Leif Salford a été menée en 2009 par le laboratoire de l'US Air Force qui collabore avec l'OMS. Dans cette étude, les rats étaient exposés au rayonnement pendant seulement 30 minutes, au lieu des 2 heures de l'étude initiale de Leif Salford, qui avait montré une dégénérescence des neurones. Certaines études gênantes pour l'industrie peuvent difficilement être répliquées. On peut alors observer autour d'elles des campagnes de dénigrement qui tentent de les discréditer. Nous avons trouvé, dans le cadre du projet européen Reflex, que les champs électromagnétiques peuvent augmenter les ruptures des brins d'ADN dans des cellules humaines isolées et le taux des micronucléi. Cela signifie que ce type de rayonnement a le potentiel de faire ce qui est nécessaire pour voir apparaître le développement du cancer. Reflex, c'est un énorme programme financé sur fonds exclusivement publics, ce qui est très rare. Résultat extrêmement important. Et il dit qu'ils aboutissent à des résultats qu'ils n'avaient pas du tout envisagés, qui est qu'il y a des effets génotoxiques. Pour maintenir les normes de sécurité actuelles, les résultats de Reflex devaient disparaître. Et évidemment, cette industrie et ses soi-disant experts ne se gênent pas pour utiliser n'importe quelle méthode criminelle afin d'attaquer les études qu'ils n'aiment pas. Et c'est ce qu'ils ont fait avec les données de l'étude Reflex. En 2008, Alkofer et l'une des équipes de Reflex, l'équipe de Vienne, de l'université de Vienne, qui était dirigée à l'époque par Rudiger, décident de continuer à travailler sur l'UMTS. Ils avaient travaillé d'abord sur le 900 MHz. Ils décident de travailler sur l'UMTS. Et là, donc le travail est presque fini et va être publié. Et là, on trouve sur le bureau d'une des techniciennes un papier qui montre qu'elle a falsifié les données sur l'étude de 2008. Eh bien, on en profite pour dénoncer non pas seulement les travaux de 2008, non pas seulement les travaux de 2004 de cette équipe autrichienne, mais l'ensemble du programme Reflex, en disant Reflex, c'est de la tricherie. 2 commissions d'éthique ont conclu après 6 mois d'enquête qu'il n'y avait pas lieu de mettre en doute la validité de l'étude Reflex. Les données ont été gravement discréditées à cause de cette réputation qui les suit encore. Je peux simplement dire que ça n'a pas d'importance. Depuis, ces données ont été confirmées au moins par 6 ou 7 études, qui bizarrement ne sont pas citées par l'industrie et leurs experts aujourd'hui. À l'origine des attaques contre les résultats du programme Reflex se trouve le professeur Alexander Lerchl de la Jacobs Université de Brême. Alexander Lerchl est consultant pour l'IZMF, un organisme qui représente les intérêts de la téléphonie mobile en Allemagne.
Alexander Lerchl a voulu participer à la classification des ondes de la téléphonie mobile par le CIRC en mai 2011. Mais son parcours lui a valu d'être rejeté de la sélection des experts en raison de ses conflits d'intérêts réels. Il lui a également été reproché que la moitié de ses publications récentes sur les radiofréquences ne sont pas des recherches originales, mais des critiques, des études qui suggèrent des effets nocifs de l'exposition aux radiations émises par les téléphones portables. Alexander Lerchl s'est également attaqué à Lennart Hardell, un scientifique suédois dont les travaux représentent une menace majeure pour l'industrie de la téléphonie mobile. J'ai fait de la recherche sur le cancer depuis des années, sur les risques des cancers environnementaux et principalement sur des polluants comme la dioxine, les PCB, etc. Et il y a quelques années, j'étais membre d'un comité suédois pour observer les risques entre les lignes à haute tension et les leucémies et d'autres champs électromagnétiques. Et ce que nous avons vu, une des découvertes, c'est que les gens qui travaillaient dans l'industrie de l'électronique avaient un risque augmenté de tumeurs cérébrales. Ça a été le déclencheur pour commencer à étudier les risques de cancer du cerveau liés aux radiofréquences et aux champs électromagnétiques. Il a montré de manière répétée, durant la dernière décennie, que le téléphone mobile provoque des tumeurs cérébrales. Il a aussi été le premier à montrer que les jeunes, les adolescents, ont un risque beaucoup plus élevé de tumeurs du cerveau que les adultes. Les attaques contre Lennart Hardell ont débuté en octobre 2012, au moment où la Cour de cassation de Brescia, en Italie, s'est appuyée sur ses études pour indemniser Innocente Marcolini, atteint d'une tumeur au cerveau, attribuée entre autres à l'usage prolongé du téléphone portable pour des raisons professionnelles. Immédiatement après ce précédent judiciaire, Alexander Lerchl attaque publiquement Lennart Hardell sur de prétendues irrégularités dans ses travaux, une affaire vieille de 10 ans, dont les accusations avaient déjà été jugées comme non fondées par la communauté scientifique. Cette précédente attaque était survenue en 2002, au moment où Hardell témoignait en tant qu'expert dans un procès contre l'industriel Motorola, où le plaignant était atteint aussi d'un cancer du cerveau. Mais si ça ne s'améliore pas en déménageant à Golens Cave, il ne restera plus qu'une seule option. Ce sera de trouver un endroit encore plus isolé. Mais je sais qu'elle détesterait ça. Tu ne veux pas vivre dans les bois quand tu es tellement malade que tu ne peux même pas gérer ta propre existence. Mais c'est le cas pour de nombreuses personnes électro-hypersensibles. Ils n'ont pas le choix. Ils sont forcés de vivre dans des conditions misérables, en manquant de chauffage, en manquant de nourriture, en manquant de médicaments, en manquant de médecins, en manquant de toutes sortes de services que la société fournit normalement. C'est une situation impossible à gérer pour une personne seule. Oui. Ou même pour un couple. C'est pour ça que c'est vraiment terrible que la société nous abandonne. Oui. J'ai peur de l'isolement, je pense, et de perdre mes amis, parce que certains d'entre eux comprennent, quelques-uns seulement comprennent. Mais quand la société dit que c'est juste de l'imagination, que ce n'est pas le rayonnement qui vous rend malade, c'est une situation sans espoir. Parce qu'il y a tellement de gens qui ne vous croient pas. Les études épidémiologiques
qui analysent les facteurs qui agissent sur la santé des populations, ont une importance particulière dans l'évaluation des risques. En l'absence de certitude sur les mécanismes d'action, elles peuvent révéler des augmentations de cancer pour certains groupes, les plus exposés. Dans le cas de la téléphonie mobile, les gros utilisateurs. L'épidémiologie peut donc contribuer à l'augmentation du niveau de la preuve scientifique. Mais le design, la conception ou l'interprétation d'une étude épidémiologique vont déterminer la nature des conclusions. Joachim Schutz a coordonné une étude sur l'incidence de l'utilisation des téléphones portables sur les cancers du cerveau au Danemark. Selon l'aveu même de ses auteurs, le design de cette étude comporte des aberrations majeures dans sa méthode de classement des utilisateurs de mobiles. 200 000 personnes actuellement nous n'avons pas été capables de les relier à des individus, et ceci principalement parce que les abonnements étaient faits au nom de compagnies et pas au nom de personnes individuelles. Donc il y a eu une certaine mauvaise classification, bien sûr. C'est un gros problème, parce que les gens qui ont souscrit l'abonnement ne sont pas forcément ceux qui utilisent le téléphone, et vice-versa. On a pris un groupe des abonnés de téléphones portables, mais on a exclu le groupe qui n'ont pas un abonnement eux-mêmes, mais qui ont un abonnement de leur employeur. Alors on a écarté, laissé à côté un grand groupe d'utilisateurs comme ça, et probablement c'est un groupe dans le haut niveau d'exposition pour la raison de la profession. Et alors c'est c'est incompréhensible comment et pourquoi on a laissé ce groupe à côté là. Et il y a des commentaires sur cette étude-là que c'était effectivement designed to find nothing. Malgré le manque de pertinence scientifique de cette étude cofinancée par les opérateurs Télé Danemark Mobile et Sonophone, Joachim Schutz s'autorise à en tirer des conclusions rassurantes. Néanmoins, cela fournit des preuves contre le risque majeur de tumeurs cérébrales. De 2006 à 2012, Joachim Schutz a mené des recherches pour le compte de l'EPRI, un organisme de promotion des industriels de l'électricité. Alors qu'il était encore en charge de ses travaux, financés par des fonds de l'industrie, il est entré au Centre international de recherche sur le cancer de l'OMS, le CIRC, en 2010, en tant que responsable de la section environnement et radiation. Sa présence au sein du CIRC pourrait expliquer la publication par cette agence des conclusions lénifiantes de l'étude danoise conçue pour ne rien trouver. Cette étude ne montre aucun lien entre l'utilisation de téléphones portables, y compris l'utilisation à long terme de plus de 10 ans, et le risque de gliome ou toute autre tumeur du cerveau. Ça fait partie d'un des signes typiques des amis de l'industrie, des scientifiques financés par l'industrie. Ils montrent toujours le bon côté de l'histoire pour l'industrie, les bons résultats. Mais ils ne parlent pas des résultats négatifs dans les résumés des études, qui est la partie de l'étude que la plupart des gens qui consultent des rapports scientifiques vont lire. Mais les gens ne lisent pas plus que les conclusions? La plupart des gens ne lisent que les résumés. Oui. Les études scientifiques sont résumées à travers leurs conclusions par quelques phrases. Dans la communication de leurs résultats au public, le choix de chaque mot va donc être d'une importance stratégique pour les industriels. Ce fut le cas pour l'étude Interphone, qui a révélé en 2011 que les gros utilisateurs de téléphones portables avaient un risque accru de développer des cancers du cerveau. Une phrase, extraite des conclusions de l'étude Interphone, permet aux industriels de diffuser un message rassurant aux élus européens. Elle a été publiée en mai l'année dernière et n'a pas trouvé, comme vous pouvez voir, au total, d'augmentation du risque de cancer du cerveau. Bien sûr, si vous voulez mal communiquer ces résultats sur les tumeurs de la tête, tout ce que vous avez à faire, c'est d'utiliser le mot « au total », qui a été utilisé dans la présentation précédente. Et n'a pas trouvé, comme vous pouvez voir, au total, d'augmentation du risque de cancer du cerveau. Parce que, bien sûr, il n'y a pas de risque au total si on prend toutes les personnes exposées. Il y a un très grand nombre de personnes dans ces études qui ont moins de 10 ans d'exposition, là où le risque ne se manifestera pas. Mais la manière correcte de faire, bien sûr, c'est de se limiter au groupe qui a le plus de risques. Ici, c'est le groupe exposé plus de 10 ans.
Si on regarde les études dans leur ensemble, il n'y a pas de risque augmenté de tumeurs du cerveau à l'heure actuelle, mais si on regarde dans les études les personnes qui ont été le plus exposées le plus longtemps, ces personnes-là ont un risque augmenté de tumeurs du cerveau. Même au plus haut niveau des agences sanitaires, à l'OMS, on retrouve des phrases clés qui communiquent de manière ambiguë la réalité de la situation sanitaire et participent au processus de création du doute. En mai 2011, le Centre international de recherche sur le cancer de l'Organisation mondiale de la santé, avec l'aide de 31 experts du monde entier, a classé le rayonnement des radiofréquences, y compris les radiations de la téléphonie mobile, comme peut-être cancérogène, dans la même catégorie que par exemple le plomb. Et 3 semaines plus tard, c'était très étrange, parce que le siège de l'Organisation mondiale de la santé a publié un communiqué qui rejetait le risque de cancer et la classification du cancer. Alors que la classification du CIRC porte sur l'ensemble des radiofréquences, le fact sheet 193 n'évoque que les téléphones portables. Cette formulation crée l'impression que la classification ne concerne pas les autres utilisations des radiofréquences, antennes relais, Wi-Fi, DECT, radar, applications industrielles. Mais la phrase « À ce jour, il n'a jamais été établi que le téléphone portable puisse être à l'origine d'un effet nocif pour la santé » ne tient pas compte de l'apparition d'un début de preuve. Cette formulation de l'OMS ressemble étrangement au discours des industriels qui demandent le niveau le plus élevé de preuves scientifiques. Et le fait que vous-même pouvez interpréter cette phrase comme contradictoire, ça veut dire que c'est pas très clair et c'est même un peu trompeur. Alors on a demandé effectivement l'OMS à Genève de faire en sorte que cet élément soit corrigé dans leur fact sheet. Mais malheureusement, j'ai vérifié, cette phrase est toujours là. D'accord. Et en effet, c'est pas faux, mais c'est pas tout à fait clair pour le public. Parce que quand on lit ça, on dit il n'y a rien. Cette phrase clé a permis aux industriels de diffuser un message qui minimisait la classification du CIRC, alors que celle-ci reconnaissait pourtant un début de preuve d'augmentation des cancers due à l'exposition aux radiofréquences. Je voulais savoir. J'ai demandé à la personne responsable à l'Organisation mondiale de la santé, Emily Van de Venter, qui étaient les experts qui avaient écrit ce communiqué. Cette nouvelle information qui contredisait la classification du Centre international de recherche sur le cancer. Et je n'ai eu aucune réponse. Emily Van de Venter est l'actuelle responsable du projet EMF au sein de l'Organisation mondiale de la santé. En juin 2006, c'est elle qui a succédé à Michael Repaccioli, qu'elle secondait depuis l'année 2000. Alors, quand j'ai rencontré Emily Van de Venter à Bruxelles, 5 mois plus tard, je l'ai confrontée à mes demandes par email. Et je lui ai dit que je n'avais pas eu de réponse à ma question. Et j'ai répété ma question. Qui sont les experts que vous avez consultés et qui vous ont aidé à écrire ce document? Et elle a encore refusé de répondre à cette simple question. Qui sont les experts? This one was just updated. Yes, but who wrote it? I am in charge of the fact sheet. You wrote it? That the sentences that they're updated with it is a corporate fact sheet. It is not my fact sheet. Yes, but who wrote it at the WHO? I asked you, who wrote? Is it you? When did you? Or did you consult in July? Or did you consult external experts? Who wrote it? Who were the persons? It was already written. Yes, but we who just did? One sentence, 2 sentences. Who were we, the persons?
Who changed the sentence? Yes, was it you or did you consult external experts? I changed experts? the sentence. I consulted with a number of experts. Who were they? What is? I think it's interesting to know who is behind. I can send you some, but I'll have to ask my administration if that is an acceptable question. I think she feels very uncertain of her position. Je pense qu'elle se sent très mal à l'aise dans cette situation. Je pense que c'est quelqu'un d'autre qui lui souffle ce qu'elle est supposée dire. Et elle ne savait pas quoi répondre, si c'était des informations sensibles ou pas. Elle devait avoir l'autorisation de quelqu'un d'autre, et je ne sais pas qui est ce quelqu'un d'autre. Emily Van Deventer n'a aucune compétence dans le domaine de la santé. Elle est ingénieure en génie électrique spécialisée dans les champs électromagnétiques. Elle est membre de l'IEEE, l'organisation d'ingénieurs à l'origine des normes internationales d'exposition du public à la téléphonie mobile. Emily Van Deventer a été professeure au département de génie électrique et informatique à l'Université de Toronto, au Canada. Elle y a conduit des recherches financées par les opérateurs de téléphonie Bell Canada et Nortel, puis elle est rentrée à l'OMS. Pendant sa mission de santé publique, Emily Van Deventer a conservé une proximité avec des scientifiques qui travaillent pour l'industrie. Avec ceux qui défendent ouvertement les intérêts des entreprises électriques, elle a coécrit un article qui remet en cause le champ d'application du principe de précaution. En 2006, elle a co-signé avec Michael Repaccioli et Peter Wahlberg du cabinet de défense de produits Gradient un article qui soutient la thèse de l'innocuité des ondes électromagnétiques pour le public. La signature d'Emily Van Deventer a apporté la caution de l'OMS à ce document, qui depuis a été utilisé maintes fois pour des arbitrages au profit des industriels. Cette question des liens d'Emily Van Deventer avec l'industrie est d'autant plus épineuse qu'il a été révélé en 2000, grâce aux archives du tabac, que l'OMS a été infiltrée pendant plus de 10 ans par l'industrie de la cigarette, et ce, par le biais de ses scientifiques mercenaires. Depuis cet épisode douloureux, qui a secoué l'institution, l'OMS a semblé adopter une position vertueuse, en bannissant de ses groupes de travail tous les scientifiques ayant un quelconque lien avec l'industrie du tabac. Mais cette mesure ne s'est pas étendue aux autres activités industrielles susceptibles de pouvoir, elles aussi, influencer à leur avantage les politiques de santé publique de l'OMS. Connaissant l'indulgence de l'OMS sur les conflits d'intérêts de ses experts, en mai 2011, certains sonneurs d'alerte s'inquiétaient de la composition du groupe de travail qui allait évaluer, pour la première fois, les radiofréquences. Anders Albohm devait diriger le groupe qui était capital pour la classification du cancer, le groupe épidémiologique. C'était la partie cruciale de la recherche scientifique, parce que dans les études sur les cellules et chez l'animal, l'industrie de la téléphonie mobile a dominé la recherche. Donc, il n'y avait pas d'équilibre. Personne ne pouvait prétendre que nous avions plus d'études montrant des effets cancérogènes que des études n'en montrant pas. Mais dans le groupe épidémiologique, il y avait en fait beaucoup d'études qui montraient un risque accru de cancer du cerveau. Juste avant la rencontre, nous avons pu montrer que Anders Albohm faisait partie des administrateurs de la société de consultants de son frère Gunnar Albohm. J'ai aussi pu montrer que son frère avait été un lobbyiste pour le principal opérateur de téléphonie mobile suédois, TeliaSonera, depuis de nombreuses années, sans que personne ne le sache. Il n'avait pas indiqué qu'il était membre du conseil d'administration de cette société de consultants qui mentionne spécifiquement l'industrie des télécommunications comme l'une de ses activités. Suite à la révélation de Mona Nilsson, Anders Albohm, ex-membre de l'ICNIRP et toujours consultant pour cette organisation, a dû renvoyer à l'OMS une deuxième déclaration de conflit d'intérêts corrigée. Dans un email au cirque, il se justifie en déclarant que cette information sur sa position d'administrateur dans sa société de lobbying ne lui a jamais semblé être pertinente. Le 20 mai, 3 jours avant l'ouverture de la session, Anders Albohm est exclu du groupe d'experts. La première chose que Albohm a faite quand il a su qu'il devait être renvoyé des experts de l'évaluation,
a été de tenter de faire aussi éjecter Ardel du groupe d'experts. Parce que Lennart Ardel, qui a constamment montré que les rayonnements des téléphones mobiles représentaient un risque pour les cancers du cerveau, faisait aussi partie des 32 experts de l'évaluation. Et Anders Albom a tenté à plusieurs reprises d'influencer le cirque pour qu'il se débarrasse aussi de Ardel. Dans un email du 20 mai, adressé au directeur du cirque, Anders Albom essaie de réactiver la campagne de dénigrement qui avait tenté de discréditer Lennart Ardel en 2002, au moment du procès Newman contre Motorola. Il accuse aussi Lennart Ardel de conflit d'intérêts, invoquant des collaborations avec Cindy Sage, une gérante d'une société de conseil pour la protection contre les ondes électromagnétiques. Ces deux accusations seront vérifiées par le cirque et rejetées. Lennart Ardel participera à la rencontre. Le dimanche 22 mai à 8h53 du matin, Anders Albom envoie un nouvel email à Christopher Wilde, le directeur du cirque, pour tenter une dernière fois d'obtenir l'exclusion de Lennart Ardel. Le même jour, Maria Fechtin, vice-présidente de l'ICNIRP et proche collaboratrice d'Anders Albom, transfère l'ensemble de cette correspondance à 15 collaborateurs de l'ICNIRP. Le lendemain, jour d'ouverture de la session, elle adresse une lettre au directeur du cirque pour tenter, à nouveau, de faire exclure Lennart Ardel. Le document est signé collectivement par une vingtaine d'experts, dont la majorité sont des collègues d'Anders Albom ou des membres de l'ICNIRP. Le premier signataire est le professeur Hans Olof Adami, un des instigateurs de la campagne de dénigrement contre Lennart Ardel en 2002 et consultant occasionnel pour le cabinet de défense de produits Exponent. Bien sûr, ça a été un énorme échec pour l'industrie de la téléphonie mobile et pour Anders Albom lui-même. Parce que l'industrie savait que Anders Albom voterait contre la classification des ondes électromagnétiques s'il était resté dans le groupe d'experts. En mai 2011, pour la première fois, 40 ans après les premières études qui avaient révélé la nocivité des micro-ondes, cette technologie a été officiellement déclarée comme peut-être cancérogène. Cet événement n'aurait peut-être pas eu lieu sans l'intervention de lanceurs d'alerte qui se sont relayés depuis plusieurs décennies pour révéler au public les manigances des stratèges de la défense de produits. Mais ce combat est loin d'être terminé, car les scientifiques mercenaires restent impunis. Anders Albom a quitté la société de lobbying Gunnar Albom, mais participe toujours à des programmes de recherche internationaux comme l'étude Cosmos. On retrouve à ses côtés Maria Fechtin, la vice-présidente de l'ICNIRP, et Joachim Schutz, co-auteur de la très critiquée étude danoise Conçue pour ne rien trouver. Quelques jours après la session du cirque, alors que l'OMS se préparait à publier le Fact Sheet 193, qui allait minimiser la classification de son agence d'évaluation, Mona Nilsson mettait la main sur un nouveau document qui allongeait la liste des indices sur les relations de complicité entre l'OMS et l'industrie. J'ai obtenu cette information en demandant à l'Institut Karolinska une copie de la correspondance d'email entre Anders Albom et Emily Van Deventer de l'Organisation mondiale de la santé. Le dimanche 22 mai à 22h11, la veille de l'ouverture de la session d'évaluation du cirque, Emily Van Deventer écrit à Anders Albom qui vient d'être démasqué pour avoir dissimulé ses liens avec l'industrie. « Cher Anders, ceci est vraiment une situation malheureuse. Outre le changement de perspective vraiment inquiétant que votre absence va créer, j'étais également impatiente d'entendre votre point de vue argumenté dans un forum important, et j'espérais vous avoir pour le déjeuner dimanche prochain. » Même Emily Van Deventer, à l'Organisation mondiale de la santé, considère que c'est très inquiétant, le changement de perspective que l'absence de Anders Albom pourrait provoquer au cirque sur la classification des rayonnements des téléphones mobiles. Cela nous révèle quelque chose sur l'attitude d'Emily Van Deventer, sur le fait que c'est inquiétant si on obtient une classification de ces rayonnements. Mais pour qui est-ce inquiétant?
Avant que l'histoire commence à Brighton Bar, en fait, j'avais aucune connaissance particulière dans ce domaine-là. Si ce n'est qu'on recevait professionnellement, régulièrement, un petit fascicule signé par le professeur Orango de l'Académie de médecine pour expliquer que non, les ondes, il n'y a pas de souci, tout est maîtrisé. Voilà. Par la suite, effectivement, on a appris qu'il travaillait aussi pour Bouygues Télécom. Ce qui m'a frappé aussi, c'est que parfois on peut se retrouver dans la situation de mouton et suivre sans réfléchir ce qu'on nous dit. Et alors il ne s'agit pas de tout remettre en cause et de voir des complots partout, mais d'avoir un œil critique. Donc entre-temps, l'antenne a quand même été installée sur le site. L'association a déposé un recours au tribunal administratif et a obtenu gain de cause. Donc l'antenne a été déclarée illégale. Alors on a gagné sur un point d'urbanisme, c'est-à-dire que Orange n'a pas demandé les bonnes autorisations. C'est important d'aller au bout parce que quand les politiques jouent pas leur rôle, c'est la multiplication des petites initiatives au niveau local, des citoyens qui au final arriveront à faire bouger les lignes dans des domaines importants. Chaque être humain aspire à connaître le monde qui l'entoure. Mais à notre époque, cette recherche de la vérité est menacée dans de nombreux domaines par les stratégies de défense de produits des industriels. La manipulation de la science et la création du doute sur la connaissance a pour première conséquence les victimes qui sont atteintes sur le plan physique par des produits ou des technologies délétères. Mais cette activité de fabrication de mensonges atteint aussi les êtres humains sur le plan de la conscience, en maintenant les populations dans une forme d'ignorance. Elle entrave la capacité de chacun d'agir en connaissance de cause, à moins, comme les lanceurs d'alerte, de se mettre en quête de vérité.